Catella Résidentiel est la filiale de Catella France dédiée au conseil en immobilier résidentiel. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Catella Corporate Finance France a procédé en novembre dernier à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales, Catella Property, Catella Résidentiel et Catella Valuation. Ces changements au sein de son comité exécutif visent à renforcer le pilotage de ces différentes entités, augmenter davantage son expertise métier et consolider son organisation. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à Catella Résidentiel, dont le terrain d'action se situe en Île-de-France, à Bordeaux et sur la Côte d'Azur. Nous en parlons avec Paul Kayla, CEO, et Nadir Benabed, Managing Director. Pour commencer avec Paul Kayla, découvrons les chiffres clés qui sont ceux de Catella Résidentiel. En 2022, nous avions 650 millions d'euros en volume placé, 1000 lots réservés, 75 clients promoteurs, un prix moyen de 468 000 euros par lot. Quels sont les chiffres de 2023 ? Globalement, écoutez, c'est assez paradoxal cette année parce qu'on a un volume placé qui est beaucoup plus élevé, qui est de 850 millions d'euros. Par contre, un nombre de lots réservés hors ce qui est fait en bloc, j'entends, on est plutôt à 750 lots, donc on a quand même une baisse de 25% en termes de nombre de lots. Des clients promoteurs, on a toujours des nouveaux clients promoteurs, mais un prix moyen par lot qui baisse, qui est plutôt aujourd'hui à 380 contre 470 que vous disiez tout à l'heure. Donc, le constat pour nous, c'est que le prix moyen par lot baisse, ce qui traduit donc plus de liquidité sur les petits tickets d'investissement. Et si le volume global placé est plus important, c'est parce qu'on a un volume global en bloc qui augmente significativement avec une grosse transaction et pas mal de sujets qui se traitent plutôt en bloc que détail. Globalement, comment vous la définiriez justement cette année 2023 pour vous ? Est-ce que on sait qu'elle a été compliquée pour tout le monde, qu'il y a eu des difficultés au niveau du neuf, notamment qui souffrent pas mal. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout ça ? Oui, l'année a été difficile. Encore une fois, surtout au détail, parce que les rythmes de vente se sont vraiment ralentis. Donc c'est vraiment difficile pour les promoteurs et les commercialisateurs au détail. En revanche, le bloc reste quand même assez actif, notamment en VFA, parce qu'on a deux gros acquéreurs qui sont le groupe CDC Habitat et le groupe Action Logement et ses différentes filiales qui sont très présents sur ce secteur et donc qui viennent compenser ce qu'on a du mal à vendre au détail. Donc il y a encore ça qui fait que le marché peut fonctionner de manière encore correcte. En tout cas, nous, sur l'année 2023, on peut considérer qu'on s'est plutôt bien porté. Bien que le lot par lot, effectivement, on ait accusé une décroissance de 25% en nombre de lots, mais je discutais pas plus tard qu'avant-hier avec un confrère qui m'indiquait que eux, ils avaient une décroissance de moins 40% au niveau de leur activité. Mais nous, l'avantage que l'on a, c'est comme on a plusieurs canaux de distribution, on a des canaux, comme l'a indiqué Paul, qui se portent très bien là pour le coup, qui est la vente en bloc, qui a fait une progression assez importante en 2023. Le démembrement qui, lui, a eu une légère décroissance, alors pas en volume, là pour le coup, en volume, on a quasiment fait un plus 40% en nombre de transactions. En revanche, c'était pas sur les mêmes prix, pas sur les mêmes tickets. Donc forcément, on a une petite décroissance de l'ordre de moins 8% sur nos chiffres d'affaires. Mais c'est vrai que le lot par lot, finalement, au global, je pense, par rapport à des acteurs qui ne sont que sur un seul segment d'activité, on s'en sort plutôt pas mal. C'est vrai que, parce que en regardant les chiffres, on a un volume placé encore une fois qui est assez important. Mais c'est vrai qu'on réalise une de nos meilleures performances sur le département Capital Market avec un volume placé qui est de plus de 500 millions sur ce segment. Je dirais à peu près sur moitié en VFA, moitié dans l'ancien. Et c'est une véritable performance pour un chiffre qui progresse de 50%, comme le disait Nadir, ce qui nous assure une position forte en termes de part de marché. Et puis la conclusion, on attend encore les derniers jours, mais c'est que en 2023, dans ce contexte qui est quand même assez anxiogène, on restera profitable comme on l'a toujours été depuis la création de Catella. Et c'est vraiment une information positive, comme vous le disiez, parce qu'on a une profession qui a du mal en ce moment parce que les rythmes de vente sont plus faibles. Alors je rebondis sur ce que vous avez dit concernant la vente en bloc notamment parce que vous êtes les premiers à nous en parler. Est-ce que c'est un levier de développement sur lequel on va pouvoir compter dans la suite de l'évolution du marché ? Oui, de développement.
ça a toujours été assez fort. Le bloc, à un moment, le détail était plus en vogue, mais le bloc le capital market a toujours été important. Je dirais que le développement, Nadir sera certainement d'accord, c'est sur de nouveaux produits. C'est peut-être plus de blocs sur la nue propriété, plus de blocs sur le géré et plus de blocs sur la transformation de bureaux en logement. On en reparlera peut-être après. C'est une autre question, j'imagine, mais il y a beaucoup de choses. C'est sur ces axes-là qu'on veut développer le capital market. Alors la crise immobilière, est-ce qu'elle touche différemment en fonction du secteur géographique? Vous qui couvrez plusieurs secteurs, l'Île-de-France, la Côte d'Azur, la région de Bordeaux, qui sont quand même des territoires assez dynamiques. Exactement. Effectivement, comme on est présent sur ces territoires. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans nos activités en lot par lot, la régionalisation, ou en tout cas l'implantation régionale d'Antenne Catella est très importante parce qu'il faut être vraiment près de son territoire lorsqu'on réalise des commercialisations en promotion dans le neuf ou même dans l'ancien. Donc on a effectivement, on est présent en région PACA, de manière assez forte d'ailleurs. On est présent aussi à Bordeaux pour couvrir l'arc ouest, on va dire. En revanche, sur tout ce qui est démembrement, par exemple, on intervient sur l'ensemble du territoire national et sur le bloc également. Alors c'est sûr, ça nous permet de constater certaines disparités de marché. Aujourd'hui, on parle de crise immobilière. Oui, il y a une crise. C'est aussi une crise du logement en réalité. Faut pas. Ce qu'on va constater, c'est une forte baisse de la production de logements dans les années à venir. Je suis pas sûr que ce soit de nature à faire baisser les valeurs immobilières ou la valeur de la pierre dans les années à venir. En tout cas, on constate qu'il y a des vraies disparités régionales. Si on prend la région PACA, par exemple, et même si vous prenez toutes les notes de conjoncture récentes, on voit qu'on est sur un marché qui est plutôt haussier, voire même, ou en tout cas stable. Aujourd'hui, les prix en région PACA et le dynamisme ne baisse pas. Ça traduit le dynamisme de ce territoire. Si vous prenez Nice, ce qui se passe autour, Antibes, au soleil, c'est vraiment des endroits extrêmement dynamiques avec de l'emploi qui s'est créé, de l'emploi qui continue à se créer et des destinations qui sont extrêmement, qui sont très demandées. Et ils sont extrêmement bien équipés aussi, un aéroport, il y a tous les moyens de transport, tous les équipements. Si vous prenez une ville en revanche comme Bordeaux, Bordeaux, c'est un petit peu différent. Vous avez un territoire qui a pris une très très forte valeur immobilière due à une certaine migration dans certaines années. Donc la croissance à Bordeaux a été beaucoup trop forte peut-être, et ce qui fait qu'aujourd'hui on accuse une baisse de prix qui est un petit peu plus notée sur ce territoire, par exemple, que à Nice. Si on prend cet exemple-là, l'Île-de-France, nous en tout cas sur les opérations que l'on a à Paris intramuros. Oui, il y a une baisse des volumes de transactions, c'est certain, mais quand on est sur des biens prime, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours de la demande et un bien prime, alors certes, il peut baisser un petit peu, mais la réalité, c'est que les gens veulent toujours du prime. Donc le secteur prime n'est pas réellement en crise. Voilà. Donc vous avez un ventre mou, ça c'est sûr, ensuite en région qui va être un petit peu plus compliqué. Avec Nadir Benabed, nous venons donc de faire un tour d'horizon des marchés en Île-de-France, en région PACA et du côté de Bordeaux pour Catella Résidential. Paul Kayla, CEO de Catella Résidential, souhaite compléter cette analyse. Si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est ce que dit Nadir et c'est assez logique. En fait, les secteurs qui fonctionnent bien sont les secteurs où il y a plus d'apports en fonds propres. Et on le retrouve sur le prime, c'est le cas du prime en fait. Et donc aussi en PACA évidemment. Et si on regarde Paris, on voit que les arrondissements qui n'ont pas baissé, c'est le 4e. C'est le 6e et c'est le 8e. Ça rejoint aussi la PACA où on a beaucoup de retraités qui investissent, des gens avec un apport en fonds propres conséquent. Donc moins touchés par la hausse des taux. Pour revenir sur l'exemple de Bordeaux, Nadir, est-ce qu'on pourrait pas dire que les prix sont peut-être, alors au-delà de la crise bien sûr, mais que les prix se stabilisent après l'essor qu'il y a eu au moment où effectivement, notamment le TGV a relié Paris à Bordeaux en 2 heures, où ça a attiré beaucoup de monde. Est-ce que du coup c'est monté très haut et est-ce que du coup c'est pas une stabilisation du marché? Oui, c'est normal. À un moment donné, quand on monte trop vite, il faut bien qu'il y ait une forme de stabilisation. Donc, il faut pas s'étonner à avoir une légère baisse qui va induire forcément une stabilisation, probablement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, il y a un double effet qui se coule à Bordeaux, c'est que vous avez aussi une municipalité qui a décidé quasiment d'arrêter la construction de nouveaux logements. Donc ça aussi, je pense que les effets, on va les payer dans les années à venir. Donc là, il y a un premier effet qui est un peu logique lié à l'augmentation des taux, puisqu'il y a eu un certain nombre de constructions qui ont été réalisées dans les années précédentes et qui ont été commercialisées. Donc, comme disait Paul, c'est peut-être aussi un marché d'investisseurs, donc qui a été impacté quelque part
par l'augmentation des taux. Maintenant, sur du long terme, étant donné la politique du logement à Bordeaux, on pense que ça reste malgré tout un secteur à valeur sûre. Alors on parle de Bordeaux, mais si on doit parler de la région Aquitaine, il faut savoir que les villes côtières, par contre, si on prend même la Bretagne, tout ce qui est côtier, ça perd pas de valeur, quoi. Enfin, aujourd'hui, on ne perd pas de valeur sur un secteur côtier. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder aujourd'hui le marché, il est hétérogène d'une région à une autre, d'un secteur à un autre. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est pas, on n'a pas une crise qui se matérialise de manière uniforme sur tout le territoire. Alors il y a la crise, mais il y a aussi une législation qui est beaucoup plus dure dans nos métiers de l'immobilier aujourd'hui. Est-ce que les actifs, ce sont principalement aujourd'hui des actifs déjà existants à cause du ZAN, de la non-artificialisation des sols? Oui, je dirais qu'il y a effectivement ce facteur qui est très important, puis il y a surtout la raréfaction des fonciers. Donc du coup, forcément, on se concentre sur des actifs existants, que ce soit pour faire de la transformation ou de la démolition-reconstruction. Mais voilà, sinon sur un point de vue de marché, entre l'existant, c'est-à-dire l'immobilier qu'on connaît, qui existe depuis des centaines d'années, et le neuf, je dirais qu'il n'y a pas de fossé, à part peut-être sur la vente au détail, qui s'est essentiellement concentrée sur de la VFA jusqu'à aujourd'hui, parce que sur de l'ancien, on vendait plutôt à des investisseurs. Cette année, on voit le retour de nouveaux opérateurs qui sont plutôt des opérateurs value-add, plutôt marchands de biens, qui vont s'orienter vers des ventes au détail. Et donc, on va aussi avoir, pour moi, un peu plus de produits dans des immeubles existants, que ça soit du vacant, des lots occupés ou des lots en démembrement. C'est sûr que le ZAN, si vous voulez, aujourd'hui induit des comportements pour les promoteurs, c'est-à-dire une évolution de leur activité. On le voit avec l'ensemble des gros acteurs qui aujourd'hui soit créent en interne ou fusionnent ou rachètent des entreprises spécialisées dans la transformation de l'existant. Donc oui, le nouveau marché immobilier va se faire sur l'existant. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple des bureaux qu'on va transformer en logement, on va prendre du logement qu'on va améliorer pour alors éventuellement avec des surélévations, mais surtout on va améliorer la performance énergétique de ces logements-là et le confort. Donc en tout cas l'activité dans les années à venir, comme le dit Paul, je pense qu'elle va être de plus en plus sur le secteur, on va dire, de l'ancien réhabilité ou transformé. Nous reviendrons sur le marché dans quelques instants pour terminer cet entretien, mais parlons des récentes nominations que j'évoquais en début d'émission. Paul Kayla et Nadir Benabed font tous les deux désormais partie de la nouvelle génération du comité exécutif des différentes entités de Catella France. Quelle est leur feuille de route pour Catella Résidential et quelles sont leurs ambitions pour la société et leurs liens avec les autres entités du groupe, à savoir Catella Valuation et Catella Property? Nadir Benabed. On a beaucoup d'ambition effectivement pour Catella Résidential. Déjà, on a quand même un socle qui est formidable. Catella Résidential, c'est une société qui s'est beaucoup développée sur ces dernières années et grâce à Claude Kayla et qui a souhaité assez tôt diversifier les activités de la société, de Catella Résidential. Donc, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on repose sur 3 pieds principaux, en tout cas. La vente en bloc, le capital market, le lot par lot dans le neuf et le démembrement qui était le dernier né effectivement des activités de la diversification. Donc nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est de poursuivre cette diversification sur plusieurs thématiques, donc plusieurs thématiques produits. Donc on a parlé de la transformation, etc. Donc en tout cas, on veut aller sur des nouveaux produits type BRS par exemple, sur lesquels on a commencé à travailler. Donc il y a des nouveaux produits aujourd'hui qui sont pas sur le marché, ou en tout cas qui sont pas un peu mass market, et très clairement on souhaite en tout cas les développer de plus en plus. On vise aussi à augmenter notre implantation géographique. On a parlé de la région PACA, on a parlé de l'Arc Ouest, alors plutôt autour de Bordeaux, mais il y a aussi la Bretagne et tout ce qui se passe dans le secteur Rhône-Alpes. Donc c'est un petit peu notre objectif d'aller vers une expansion un petit peu régionale. Et surtout, on a aussi l'ambition d'encore plus accompagner nos clients, c'est-à-dire mieux les accompagner, plus de conseils, plus d'expertise à apporter à nos clients, justement dans un marché où il va falloir faire preuve d'ingéniosité et d'innovation. Donc notre but, c'est d'innover, de devenir de plus en plus expert sur des produits pour apporter un conseil complet
à nos clients, et c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait. Ils veulent du conseil, et derrière, effectivement, qu'on leur propose des sorties qui sont cohérentes au schéma qu'on a imaginé. Donc, c'est ça nos ambitions sur les années à venir. Et c'est exactement ça, on est d'accord, on le répète assez souvent, mais en fait, on veut pouvoir se positionner un peu entre le broker et l'asset manager. C'est ce dont parlait Nadir, c'est muscler un peu ce conseil sur mesure, et on voit que c'est ça que les investisseurs d'aujourd'hui attendent. C'est vraiment là-dessus qu'on va appuyer. Ensuite, je confirme, évidemment, on nourrit de grandes ambitions. Je peux rajouter qu'on a des actionnaires qui sont très moteurs là-dessus, ainsi qu'une équipe d'experts sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et c'est avec eux que nous construirons demain un Catella encore plus fort. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça passe par le développement en région, le créneau de la transformation en logement dont on a parlé tout à l'heure, ou de nouveaux produits comme le BRS. Certains succès qu'on a connus cette année en bloc découlent également de notre expertise dans la vente au détail ou en démembrement, qui nous a permis d'appuyer notre argumentaire et notre stratégie de commercialisation demain auprès des acquéreurs qui achètent en bloc. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, si je peux ajouter une dernière chose, c'est aussi les synergies et les liens qu'on peut avoir avec les autres entités du groupe, à l'international, mais aussi en France, avec Catella Property, avec Catella Valuation ou Catella Logistique. On arrive à travailler sur des sujets mixtes, on arrive à être de plus en plus liés, sachant que le marché est de plus en plus global, entre guillemets. Alors Nadir, vous avez rejoint Catella Résidentiel en octobre 2018. 5 ans après, vous entrez au comité exécutif. À vos débuts chez Catella Résidentiel, vous aviez l'ambition de faire évoluer la société et le groupe Catella, j'ai lu ça, par l'innovation. Est-ce que le pari est réussi, Nadir ? Écoutez, de notre point de vue, oui, parce que effectivement, quand on a démarré, alors quand j'ai démarré chez Catella, j'ai démarré pour développer l'activité du démembrement, le secteur de la nue propriété, qui est un secteur de marché un petit peu à part, et il fallait créer de l'innovation. Alors pour mémoire, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul modèle qui était utilisé par les opérateurs, que l'on appelle ULS, usufruit locatif social, c'est-à-dire c'est un démembrement avec une contrepartie qui est un bailleur social, et donc on avait des investissements en nue propriété qui étaient adossés à cet usufruit locatif social. Donc ça, c'était le marché, c'était 100% du marché, et vous aviez des durées de démembrement qui étaient minimum de 15 ans. Donc effectivement, quand on a démarré chez Catella, on a eu pour ambition deux choses. La première, c'est de réaliser des produits en nue propriété avec des durées plus courtes que 15 ans, puisque ça correspondait aussi à des demandes d'investisseurs. Donc, on a travaillé sur de la R&D là-dessus pour aller sur des modèles de démembrement non plus sociaux, mais libres. Donc, on a aussi modifié la typologie des choses qu'on a réalisées. Et puis, donc ça, on a réussi à le faire. On a fait des durées de 10 ans, 12 ans, 7 ans. Enfin voilà, on a été les premiers à initier ce type de démembrement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui se lancent 5 ans après sur ce type de projet. On est ravis, ça montre qu'on avait raison. Et on a fait aussi des innovations, comme par exemple créer un schéma de démembrement sur mesure dans une résidence de tourisme en salle de l'Op. Une opération qu'on a réalisée avec le groupe Réalité. Donc ça, c'était une vraie innovation. On a mis près d'1 an de R&D juridique pour y arriver. Et c'est un franc succès. Alors ça, typiquement, c'est une opération qui n'est pas en crise. On continue de la commercialiser parfaitement parce que voilà, on avait un critique entre la valorisation financière, l'avantage pour l'investisseur d'un point de vue fiscal, et surtout un actif qui est vraiment très sympathique et qui sort de l'ordinaire de ce qu'on propose d'habitude comme investissement immobilier. Voilà, c'est des villas avec piscine, et ça n'existait pas sur le marché. Le parcours de Paul Cayla au sein de Catella est plus ancien. D'abord Catella Property de 2011 à 2013, puis Catella Résidentiel depuis 10 ans, et aujourd'hui donc membre du comité exécutif. Pourrait-on traduire son parcours par la fidélité paye ? Paul Cayla avance ses arguments. Écoutez, Catella Résidentiel a été créé par mon père, Claude Cayla, il y a plus de 20 ans. Donc, je dirais que j'ai un affect très fort avec Catella Résidentiel et évidemment une fidélité sans faille. Et je compte bien être fidèle aux valeurs qu'il a su insuffler depuis le début. Le développement, la créativité, l'exigence, mais dans un management humain, la différenciation, l'habilité ou la promotion de l'initiative dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est continuer le développement qui a toujours accompagné Catella depuis 20 ans. Et puis j'ai pu le voir depuis 10 ans au travers de la vente au fil de l'eau, de la vente au détail, de la vente
en bloc, dans le neuf, dans l'ancien. Donc j'ai vu un petit peu les différents métiers qu'on fait et c'est ce qui permet de rester fidèle aux valeurs qu'on a toujours envoyées et reflétées sur le marché. Vous êtes nommé, Paul, dans la catégorie conseil pour les trophées logement et territoire qui seront décernés le 6 février prochain. Alors dites-nous pour quelles raisons on doit voter pour vous. Écoutez, la première raison, je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que Catella Résidentiel, dans sa globalité, reste profitable dans un marché qui est compliqué, une année qui est très forte, et encore plus en capital market où on va terminer l'année sur un volume supérieur à 500 millions transactés dans un marché qui devrait, dans le meilleur des mondes, atterrir autour de entre 3 et 4 milliards. Donc ça nous donne une part de marché très forte dans un marché qui souffre. Donc aujourd'hui, ce département en tout cas ne connaît pas la crise chez nous et on a fait des deals d'envergure dans l'existant et en BFA. Donc et puis ça va continuer en 2024. Et je confirme effectivement qu'il faut voter pour Paul parce que effectivement, il a démontré avec son équipe quand même qu'ils étaient capables, là où c'était un petit peu le marasme ailleurs, de réaliser une super performance. En tout cas, il l'a démontré. Il l'a démontré avec une équipe, même une équipe jeune. Il y a eu des nouvelles recrues au niveau du capital market et je trouve qu'on est vraiment armé pour le futur. En tout cas, et puis tu pourrais aussi être nommé au trophée des managers parce que je pense qu'avec son équipe, il a aussi su les amener vers le meilleur d'eux-mêmes. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, en tout cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent à voter Paul au trophée du logement. Merci Nadir, c'est toujours sympa quand son associé dit ça. Mais c'est vrai que tu as raison, on a une équipe en capital market qui est jeune, dynamique et en même temps accompagnée de l'expérience de seniors, quoi. Et donc ça fait un bon mix, ça fait un bon carton cette année, quoi. Merci Nadir d'avoir joué les ambassadeurs comme ça auprès de. Non mais c'est vrai, c'est sincère. En tout cas, les chiffres le démontrent, donc le résultat est là. Alors avant de terminer avec vos visions d'experts sur le marché, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de programmes en nue propriété? Alors vous nous avez déjà donné des choses intéressantes que vous avez réalisées chez Catella Résidentiel, mais actuellement des programmes qui sont en cours actuellement. Effectivement, on a plusieurs opérations. Alors notre particularité, c'est important de le noter, c'est que on préfère faire que des opérations prime bien placées avec des basiques de valorisation. C'est-à-dire, on dit, nous, la plus belle opération au juste prix. Donc, c'est très important. Pour nous, en tout cas, c'est notre positionnement de marché et nos clients, c'est ça qu'ils reconnaissent dans la marque Catella Patrimoine qu'on utilise sur le démembrement. Moi, j'ai envie de citer quelques-unes assez emblématiques. La première, c'est Patio Villiers qu'on vient de lancer là récemment le 7 décembre en plein cœur du 17e, à 50 mètres de la rue de Lévis. Donc, on propose 41 appartements en nue propriété, essentiellement des petites typologies. Donc, on a 39 studios dans cette opération. Et on parlait tout à l'heure de transformation de bureau en logement. Voilà une belle preuve qu'on peut faire en plein centre, dans un quartier ultra dynamique, ultra prime, à 500 mètres du parc Monceau, des logements démembrés, dont l'usufruit va être géré par la RIVT sur une durée de 20 ans, qui seront loués donc sous plafond de ressources et avec des investisseurs privés qui viennent investir pour leur futur, pour leur retraite, pour donner à leurs enfants. Les raisons d'investir en propriété sont très nombreuses dans un quartier où très clairement la valeur de la pierre, on sait qu'elle sera toujours conservée, voire s'améliorera dans le futur. Donc, Patio Villiers 17e, on a une très belle opération aussi à Beau-Soleil, aux portes de Monaco. Et quand je dis aux portes, c'est-à-dire que le bout du terrain touche la frontière avec Monaco. Et là aussi, c'est un super produit avec des jumères très très bien pricées. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Elle a rencontré un succès formidable. Donc il nous reste encore quelques lots. Donc en tout cas, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, qui n'hésitent pas. Et j'ai envie de vous parler vraiment des opérations qui dénotent. On en a une qui dénote, c'est la première propriété en Corse. Voilà, donc on a fait la première opération de démembrement en Corse, on en est fiers. C'est à Porto Vecchio en plus, et là on a un très beau produit qualitatif, avec une très belle architecture, des espaces extérieurs et un prix défiant toute concurrence. Voilà, donc pour les amoureux de la Corse, sachez que vous pouvez maintenant investir en une propriété grâce à Catella, à Porto Vecchio. Pour terminer cet entretien, quelle est la vision d'experts de Paul Kayla et Nadir Benabed sur le marché pour l'année 2024 et peut-être aussi à plus long terme, avec un focus sur la transformation du bureau en logement longuement évoqué par nos deux invités. Cela peut-il répondre à la crise actuelle, au manque de logements que nous connaissons en France ?
c'est vraiment effectivement un axe sur lequel il faut appuyer. En termes de transition des usages, je dirais que c'est un mouvement qui devrait s'intensifier pour la raison que vous venez de citer, même si les contraintes sont fortes en termes de prix des fonciers ou des prix des immeubles à transformer. Il y a aussi une volonté politique qui est pas toujours facile, une faisabilité ou les coûts de transformation. Mais tout ça va dans notre sens. La transformation de bureaux en logement est à l'honneur et le contexte actuel accélère les mutations. Au niveau des pricing, le marché qu'on connaît nous amène à pouvoir envisager certains immeubles de cette façon. Et en termes politiques, on a l'impression qu'il y a un petit peu plus d'ouverture. Donc je pense que ça va être un marqueur fort en 2024 et surtout une tendance au long cours pour les années suivantes. Nadir, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, il est certain que l'avenir, en tout cas, de la production de logements va se jouer sur de la transformation de l'existant. En tout cas, construire la ville sur la ville. Bon, c'est pas nouveau. La réalité, c'est que ça s'est accéléré. Alors, ça s'est accéléré beaucoup sur les dernières années, notamment à la faveur, en tout cas, des remaniements des élections locales, avec des maires qui ont été élus dans différentes communes et qui souhaitent à la fois préserver le tissu de leur ville, parfois des tissus pavillonnaires qui étaient transformés, en immeubles. Ça, certains maires ne souhaitent plus avoir ce type d'opération. Et puis surtout, vous l'avez dit, zéro artificialisation nette, ça pousse à devoir réaliser des opérations dans les centres urbains. Donc, c'est pas complètement incompatible, effectivement, avec ces ambitions. La difficulté, c'est que est-ce qu'on va réussir, en faisant que de la réhabilitation et de la transformation, à répondre aux besoins, très forts besoins en logement. Je rappelle que la dernière étude, en tout cas, on sait qu'on a des études sur le sujet, la dernière étude réalisée par l'USH indiquait un besoin d'ici 2040 de 500 000 logements par an. Donc, faut savoir que la production sur l'année, en tout cas du neuf, sur l'année 2023 va être catastrophique. Je ne sais même pas si on va atteindre les 100 000 logements, en tout cas dans le secteur libre. Donc, est-ce qu'on peut que compter sur la réhabilitation et la transformation? Malheureusement, je ne suis pas certain. Mais c'est sûr qu'il va falloir s'occuper de ce sujet, prendre à le corps. Il y a des améliorations au niveau des PLU, des normes à faire. En tout cas, il va falloir simplifier le parcours des opérateurs parce que la transformer du bâti existant, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de réaliser un immeuble neuf from scratch. Voilà. Merci à Paul Kayla, CEO de Catella Résidentiel, et à Nadir Benabed qui prendra le titre de Managing Director de Catella Résidentiel à la fin du premier trimestre de cette année. La semaine prochaine, toujours à l'occasion des récentes nominations au sein du groupe Catella, nous ferons un focus sur Catella Property. Merci d'avoir écouté cette émission et à très vite pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.